moderne. Sommet PSPC, accord sur la politique de changement, désaccord sur la Pologne. Invités de ce journal, Marcel Debarge et Paul Laurent, qui ont de part et d'autre préparé la rencontre. Les rigueurs du temps, neige et verglas sur une partie du pays, inondations dans le centre. Tension à Haïti, un attentat manqué contre le président Duvalier, révèle l'envoyé spécial d'Antenne 2. Madame, monsieur, bonsoir. Qu'il fait froid et que ça glisse. Telle a été l'exclamation de beaucoup d'entre nous au nord de la Loire tout au long de cette journée où l'hiver a bigrement mordu. La neige et le verglas ont gêné la circulation dans de nombreuses régions, tandis que les inondations continuent de s'étendre dans le centre et le sud-ouest. Le seul petit coin de ciel bleu, la Méditerranée, où il continue de faire beau. Denise Boer. Depuis ce matin, la neige est tombée abondamment sur les régions nord, est et ouest de la France, rendant la circulation très difficile. En Normandie, comme en région parisienne, tous les grands axes ont été sablés et les routes secondaires sont peu praticables. Au Havre, les transports en commun sont interrompus, la circulation complètement paralysée. Sur plusieurs routes nationales, en particulier la nationale 6 près de Fontainebleau, les poids lourds étaient bloqués en bas des côtes verglacées. En revanche, ce soir, la circulation est à peu près fluide sur les autoroutes d'accès à la capitale. La Bourgogne et la Franche-Comté ont été particulièrement touchées par le froid. Sur l'autoroute H6 en Côte d'Or, 2 personnes ont été tuées, 3 autres blessées dans le carambolage de 6 véhicules. Dans le département de l'Yonne, dont presque toutes les routes sont impraticables, un camion-citerne s'est renversé sur l'autoroute, déversant 30 000 litres de phénol. L'accident n'aurait entraîné aucune pollution. Autre sujet de préoccupation, les inondations. Dans les régions Centre et Poitou, la circulation est interdite. Les crues de l'Allier et de la Vienne continuent, mais la région la plus touchée reste ce soir la Dordogne, où la crue se poursuit. Le fleuve atteignait 6 mètres vendredi matin à Bergerac. Les prévisions sont de 8,20 mètres ce soir à 21h30. On est inquiet dans le sud-ouest car la côte des inondations est de 7 mètres. La préfecture a conseillé aux riverains de tout monter au premier étage des maisons. La Seine et la Marne, quant à elles, s'y mettent aussi. Elles dépassent la cote d'alerte, aggravant la situation d'une centaine de résidences principales. Même tableau dans la région Rhône-Alpes. À Lyon même, la rive gauche de la Saône est fermée à la circulation. Des crues générales en Haute-Vienne et en Charente. Confolens, envahi par les eaux dans la nuit de jeudi à vendredi, voit le niveau descendre. La situation est donc dans ces départements en nette amélioration. 2 usines avaient été envahies par les eaux et le personnel mis en chômage technique. Mais c'est à Bellac, dans le nord du département, que la situation reste la plus préoccupante. Enfin, les gens heureux ce soir se trouvent au sud du pays, où le temps doux devrait durer encore plusieurs jours, ainsi qu'en Bretagne et en Pays de Loire, où un radoucissement est enregistré. Cependant, ce soir, une partie du Nord Finistère est toujours privée d'électricité. Il fait 19 degrés sur la Côte d'Azur et le Pays Basque. On n'a vu ça que 3 fois au mois de janvier, depuis 1946. Pour la petite histoire, le verglas aura au moins sauvé 2 personnes. Après avoir commis un hold-up à Clé-sous-Bois dans la région parisienne, 2 malfaiteurs ont, en prenant la fuite, eu un accident de voiture dû au verglas. Un homme s'arrête pour secourir les 2 blessés. L'automobiliste compatissant se voit alors menacé d'une arme. Mais malheureusement pour les gangsters, ce sauveteur inespéré n'était autre qu'un inspecteur de la police judiciaire de Versailles. Le couple de malfaiteurs vient d'être admis à l'hôpital. L'événement politique de la journée, c'est bien sûr la réunion au sommet qui, pendant 3h30 ce matin, a rassemblé au siège du Parti communiste à Paris, socialistes et communistes. Large échange de vues, jugement positif partagé sur la politique de changement et sur la Pologne, différence et divergence. Tels sont les mots-clés du communiqué final. Philippe Arroir. 3h30 de discussion ouverte, une atmosphère bonne et franche. En fait, une rencontre sans surprise. Les 2 formations confirment leur accord d'ensemble sur la politique de l'après-10 mai, sans masquer leurs divergences sur la question polonaise. Le communiqué de 14 lignes souligne que de tels échanges de vues sont normaux entre formations politiques qui sont associées au gouvernement.
Les deux parties ont porté un jugement positif sur la politique de changement conduite en France depuis la victoire du 10 mai et depuis la conclusion de leur accord du 23 juin. Les deux délégations ont confronté leur point de vue sur la situation en Pologne et ont constaté à cet égard des différences et des divergences. Pendant ce temps, au siège du Parti socialiste, Lionel Jospin, pour sa part, commente la rencontre, soulignant à son tour le jugement positif des deux formations sur la politique de changement. Sur la Pologne, il remarque, en le regrettant, que les deux partis n'ont pas bougé d'un iota de leur position. Moi, j'aurais souhaité qu'on soit d'accord sur la Pologne. J'ai constaté qu'on ne l'était pas. On ne l'est pas non plus avec d'autres, d'ailleurs. Je pense que le Parti communiste devra vivre avec la position qui est la sienne, qui me paraît, personnellement, plutôt difficile à défendre. D'où la nôtre, je crois qu'elle est comprise de l'opinion. Paul Laurent, merci d'être avec nous en direct depuis le siège du PC à Paris. Alors vous venez d'entendre donc les commentaires de Lionel Jospin. Pour vous, est-ce que vous insisteriez plutôt sur les convergences de ce matin ou sur le différend polonais? Ah, tout à fait sur les convergences, parce que la rencontre était une rencontre prévue avant les événements de Pologne et qui avait pour but de faire le bilan de notre action gouvernementale commune et de tout ce que nous avons fait dans le pays pour faire avancer la politique nouvelle depuis 6 mois. Et je suis heureux de constater que nous avons porté un jugement positif commun sur cette période et que nous nous sommes engagés tous deux à poursuivre notre action de mobilisation populaire. Et Georges Marchais, au nom de notre délégation, a eu l'occasion d'insister particulièrement sur l'avance de grands problèmes sociaux comme le chômage, comme le temps de travail, comme la question de l'inflation. Nous avons échangé des vues intéressantes et approfondies sur la manière de conduire la suite d'une action qui nous apparaît, je le répète, positive. Et c'est ce qui est important à nos yeux, évidemment. Nous avons aussi discuté de la Pologne, c'est un grand sujet pendant une actuel. heure et demie quand même ce matin. Nous avons discuté beaucoup plus, nettement plus de la situation intérieure et de l'action gouvernementale, mais nous avons eu une discussion très franche que le communiqué explicite clairement sur les problèmes de la Pologne. Effectivement, nous avons sur cette question un point de vue différent. Nous, communistes, nous estimons que notre position est responsable, qu'elle est celle qui ouvre la voie à un nouveau départ de la Pologne après cette crise grave, mais nos partenaires de la gauche ont exprimé un point de vue différent. Mais ce que je souligne aussi, c'est que la réunion de ce matin a montré que l'on pouvait gouverner le pays en même temps que les personnalités de chacun des partis étaient respectées. Monsieur Laurent, le Parti socialiste vous a fait des propositions précises sur la Pologne. Il suggère notamment l'envoi d'une mission syndicale française, le retour aux libertés et la libération des syndicalistes internés. Pourquoi avez-vous refusé ces propositions? Mais parce que notre position est complètement différente. Nous portons un jugement sur la situation polonaise qui prend en compte qu'une situation proche de la guerre civile s'était créée et qu'il y avait un seul moyen, je dirais, de faire face sans effusion de sang à la suite des événements, sans qu'on entre dans une période très grave, et que ce qui se passe permet peut-être d'entrevoir une solution qui ira vers une détente progressive et vers la solution des problèmes, ce qui confirmerait notre point de vue. Par conséquent, nous n'intervenons pas dans le processus qui est en cours. Nous ne voulons pousser en rien aux difficultés. Et en plus, nous ne voulons nous mêler en rien des initiatives syndicales. Marcel Debarge, vous étiez vous de l'autre côté de la table ce matin, du côté socialiste. Alors, est-ce que vous êtes déçu devant, disons, cet entêtement du Parti communiste ou le fait qu'il n'a pas, en fait, évolué vis-à-vis de la Pologne? Je dirais la première chose,
c'est qu'effectivement nous avons d'abord discuté de la situation intérieure en France, que nous avons constaté que la coalition gouvernementale, de ce point de vue, était solide, que l'application du programme présidentiel de François Mitterrand était en cours et bien démarrée, que le gouvernement menait une action positive, difficile mais positive, avec, bien entendu, une majorité de gauche dans laquelle le Parti socialiste, sans jouer la force dominante bien sûr, est l'élément moteur. Et sur la Pologne, vous n'espériez pas quand même... Je voudrais, si vous me permettez, préciser la deuxième chose dans le débat que nous avons eu ce matin, dans cette sorte de confrontation, tout à fait correcte, mais confrontation quand même, nous avons également posé quelques questions par rapport aux positions du Parti communiste en ce qui concerne le Parti socialiste, notamment sur une appréciation se situant entre 1977 et 1981, à savoir le comportement du Parti communiste à l'égard du Parti socialiste et le fait que le Parti socialiste est réellement un comportement de parti de gauche. Il nous est apparu dans la réponse fournie que le Parti communiste reconnaissait pour sa part ce fait. Nous n'avions pas besoin de brevets. Mais encore faut-il que la situation soit nette de ce point de vue. Monsieur Debarge, à propos de la Pologne, j'ai l'impression que les socialistes s'accommodent maintenant de cette divergence. Non, dossier classé ? Nous ne nous accommodons pas du tout d'un dossier qui n'est pas classé, mais d'un dossier qui n'est pas à découvrir seulement maintenant. C'est un dossier qui date de quelques mois, si ce n'est de quelques années. Mais précisément... Et c'est un dossier qui n'est pas fermé, qui continue. Le problème de la Pologne, c'est toujours présent. Nous avons dans ce domaine des divergences qui tiennent à la nature de nos deux partis. Nous avons une conception de la démocratie. Nous sommes pour la défense des libertés ou que les libertés soient menacées en Pologne et ailleurs. Et en Pologne, parce qu'historiquement, traditionnellement, nous avons des liens. Nous sommes aux côtés. Nous avons soutenu les travailleurs et le peuple polonais sans pour autant jouer les va-t-en-guerre. Il est très net que nous soutenons. Et dans nos propositions que nous avons faites, en ce qui concerne la libération des emprisonnés, en ce qui concerne au moins la libération des membres du Présidium, c'est-à-dire du bureau en quelque sorte de solidarité, le retour aux libertés qui avaient été conquises à la suite des accords de Gdansk, il nous semblait que c'était un minimum, en plus avec une mission syndicale que nous aurions demandé. Nous ne nous ingérions pas dans les affaires des syndicats, puisque tous les syndicats, la CGT, Force ouvrière, la CFDT, avaient reçu, la FEN avait reçu Lech Walesa. Il était normal qu'il y ait une tentative de mission syndicale pour rencontrer Lech Walesa, pour essayer de désamorcer ce qui existe en Pologne. Mais là, vous n'avez donc pas les communistes à vos côtés, alors que dans l'accord de gouvernement du mois de juin dernier, il y avait quand même une allusion très précise à la Pologne. Il n'y avait pas seulement une allusion, il y avait un encouragement au processus de démocratisation en Pologne. Nous estimons que ce processus de démocratisation est stoppé et ça nous amène à un certain nombre de conclusions et de conséquences. C'est une question qu'on a envie de poser aux deux dirigeants socialistes et communistes. Comment peut-on gouverner ensemble en ayant des divergences aussi importantes sur la conception même de la société socialiste? Parce qu'à travers la Pologne, c'est cela le débat. Vous savez, pour nous, et en ce qui nous concerne, et encore une fois sans jouer les dominateurs en quoi que ce soit, c'est le programme de François Mitterrand en tant que candidat à la présidence de la République qui est en train de se réaliser. À partir du moment, et les ministres communistes sont parfaitement corrects, nous n'allons pas les juger non plus ni leur donner un brevet, nous constatons, à partir du moment où la coalition gouvernementale fonctionne bien, eh bien nous estimons que ça doit continuer parce qu'il y a le peuple français, il y a les travailleurs français, il y a les problèmes français, et que cette politique du changement passe par cette voie-là. Et nous en estimons, de ce point de vue, satisfaits. Messieurs, merci. Les socialistes en hausse, les communistes en baisse, c'est ce qui ressort du baromètre mensuel Sofres-Figaro Magazine qui mesure la popularité des hommes politiques. La cote de confiance de François Mitterrand et de Pierre Mauroy en hausse de 2 points par rapport au mois dernier. Bonne performance des personnalités socialistes, Michel Rocard en tête. Côté communiste, Georges Marchais perd 3 points et Charles Fitterman 2. Ce sondage a été réalisé une semaine après le coup de force en Pologne. Il ne faut pas que la France reste couchée dans ses rancunes et dans ses divisions face aux événements de Pologne. Telle est la conviction de Madame Marie-France Garot, qui a été reçue ce matin, à sa demande, par le président de la République. J'ai toujours désapprouvé les bavardages sur les perrons, a déclaré l'ancienne conseillère du président Pompidou à sa sortie de l'Élysée, avant de publier un communiqué sur les dangers de la situation internationale qui, selon elle, confirme les craintes qu'elle exprimait dans sa campagne présidentielle.
Autre visiteur à l'Élysée cet après-midi, Yvan Gattaz. Le président du CNPF a été reçu par le président de la République. Une entrevue qui confirme le réchauffement des relations entre l'organisation patronale et le pouvoir. Monsieur Gattaz parle maintenant d'objectifs communs et il veut coopérer. Nous avons dit que nous apporterions une coopération puisque nous avons certains buts communs. Nous serons donc des partenaires, suivant l'expression du président de la République, des partenaires courtois, mais bien entendu constructifs et également fermes, car bien entendu nous pourrions être amenés à prendre des positions d'opposition chaque fois que telle ou telle mesure prise par le gouvernement pourrait se révéler contraire à notre mission économique ou à notre mission sociale. Le chiffre du jour confirme l'amélioration du train de vie des Français. D'après les statistiques de l'INSEE sur l'équipement des ménages, 9 ménages sur 10 ont maintenant la télévision, 7 ont au moins une voiture et le téléphone. Pour le téléphone, il y en a donc 2 fois plus qu'il y a 5 ans. Enfin, un ménage sur 10 a une résidence secondaire. Un sondage qui fera plaisir aux femmes, une fois n'est pas coutume, 57% des Français, et la proportion est la même et pour les femmes et pour les hommes, sont favorables à ce que le 8 mars devienne un jour férié pour les femmes, comme le demande le MLF qui publie ce sondage dans son hebdomadaire des femmes en mouvement. Solidarité médicale contre les projets du gouvernement en matière de santé. 2000 médecins, pharmaciens, dentistes et infirmiers se sont réunis cet après-midi en convention nationale pour définir une charte de la santé dont le but est de défendre le système libéral de soins à la française. Haïti. Haïti, un nom qui évoque le soleil, la beauté, le vaudou, le français en pleine Caraïbe, et aussi la misère et les brutalités d'un régime, celui de Baby Doc Jean-Claude Duvalier, président à vie. La situation dans l'île est très tendue et le régime politique est sur la défensive. Un attentat contre le président a été commis il y a 15 jours. C'est ce qu'a découvert sur place l'envoyé spécial d'Antenne 2 Alain Cancès qui nous envoie ce dossier. En guise de cadeau de Noël et de Nouvel An, Haïti vient de vivre une crise politique larvée mais majeure, et peut-être plus décisive qu'il n'y paraît pour l'avenir du régime. Une sorte de répétition générale des conditions dans lesquelles, pour une raison ou pour une autre, le président à vie Jean-Claude Duvalier pourrait être conduit à abandonner le pouvoir. Tout commence vraiment le samedi 20 décembre derrière ces murs dans la résidence de vacances du président. Si officiellement il ne s'est rien passé, officieusement on reconnaît que le président a eu un léger accident. Moto, cheval, football, ping-pong, toutes les versions seront successivement évoquées. J'ai de bonnes, très bonnes raisons de croire que cet accident était en fait une tentative d'attentat et que le président a été blessé à la cuisse. De toute manière, l'inquiétude devient évidente. D'autant plus grande qu'un opposant réfugié aux États-Unis, M. Sansarik, a annoncé qu'il allait débarquer à Haïti avant le 1er janvier et reprendre le pouvoir. Or, il y a quelques mois, un avion affrété par ce même Sansarik a pu impunément survoler Haïti et lancer des milliers de tracts. Dans ce contexte, tout le monde, pouvoir et opposition intérieure, prend la menace très au sérieux. Du coup, les anciens du régime duvalieriste, mis un peu à l'écart depuis l'arrivée de Jean-Claude, qui, tout au moins jusqu'à l'an dernier, avait effectivement quelque peu libéralisé le régime, s'affolent. Pour eux, un nouveau pouvoir, c'est la menace de terribles vengeances. Ils ont peur pour leur vie. Et, ressortant toutes leurs forces, les tontons macoutes, ou plutôt les VSN, les volontaires de la sécurité nationale, comme on les appelle désormais, ils retiennent pratiquement prisonnier au palais un président que l'on dit découragé, prêt à partir et surtout malade. Car un fait reste. Attentat ou accident, le manque de soins a aggravé la santé du président malade du diabète. Il aurait fait, dit-on, un coma. Le 1er janvier, pour la première fois dans l'histoire du régime haïtien, ni le président, ni aucun membre de la famille présidentielle n'assiste au Tédéum qui marque ici le début des fêtes nationales. Le Seigneur va briller sur ton visage et se porte vers toi. Un officier représente le président. Mais, sur le parvis de l'église, les tontons macoutes sont très nombreux, les plus nombreux. Pour effrayer et conserver leur pouvoir retrouvé, ces anciens sédures font savoir qu'ils sont prêts à lancer le peuple dans la rue, à jouer une nouvelle fois les pauvres noirs contre les mulâtres, supposés être commerçants,
bourgeois, classe aisée. Quelque peu affolée par cette menace que le régime duvalieriste a toujours utilisée contre elle, cette classe bourgeoise, si l'on peut dire, qui de plus est ruinée par la crise économique, espère sur l'armée pour la défendre, une armée pourtant bien silencieuse. Le 2 janvier, Jean-Claude Duvalier assiste à la cérémonie protocolaire du monument à l'esclave inconnu, faisant ainsi sa réapparition. Seule entrave que nous avons rencontrée dans notre travail, on nous demande de ne pas tourner l'arrivée. Personne ne doit s'apercevoir que le président est malade et qu'il doit, pour marcher, s'appuyer sur une canne. Les mesures de sécurité sont impressionnantes. Le peuple n'a pas été convié. Madame Duvalier n'a pas accompagné son mari. La femme que vous voyez est un membre du protocole. La télévision haïtienne ne montrera de cette cérémonie que des images soigneusement sélectionnées, toujours dans l'esprit d'éviter de montrer que le président est souffrant. Traditionnellement, le discours annuel est l'occasion d'une grande fête, d'une réception au palais avec des centaines d'invités. Cette fois, la cérémonie a été réduite au minimum, en temps et en audience. La mère de Jean-Claude Duvalier y assiste, mais pas sa femme. À côté de Madame Duvalier, le ministre de l'Intérieur, qui veille sur le président, un pistolet à la main. L'homme auguste des aïeux, l'âme sur la cité. L'évocation de cette date face 2 janvier. Le traditionnel cortège dans la ville où l'on jette de l'argent que le peuple va chercher jusque sous les roues des voitures ne doit pas faire illusion. La tension reste vive. Pendant quelques jours, on croit que Jean-Claude Duvalier va partir pour se faire soigner à l'étranger. On parle même d'une possible prise de pouvoir par l'armée. Mais l'armée divisée ne bouge pas. Finalement, les anciens, les durs, semblent provisoirement l'emporter. Jean-Claude Duvalier reste au palais. Les États-Unis, dit-on, ont envoyé l'équipement médical nécessaire pour le soigner. Pour l'instant, les durs semblent ne pas vouloir abuser de leur victoire, peut-être parce qu'ils savent que pour survivre, le pays a besoin de l'argent de l'étranger, notamment de l'Amérique. Un coup pour rien, ça n'est pas sûr. D'abord, la crise n'est pas encore entièrement dénouée. D'autre part, elle a montré à quel point les vieilles haines étaient encore tenaces. La tension est vive et il ne faudrait pas grand-chose pour déclencher l'explosion. Oui, ces révélations d'Alain Cancès sont officiellement démenties à Port-au-Prince, où l'on affirme que le président n'a pas été victime d'un attentat, mais d'un accident de sport. Le contrat d'armes françaises pour le Nicaragua provoque, c'était attendu, des remous à Washington. Nous sommes très déçus, vient de déclarer le secrétaire d'État américain à la Défense. Les relations franco-américaines ne sont en rien altérées, affirme de son côté son homologue français Charles Hernu, en visite officielle dans la capitale fédérale. À défaut de l'Amérique latine, la Pologne a rétabli l'harmonie. De Washington, Édouard Laure. Même si certains ici à Washington l'ont pris comme une gifle, il y a un phénomène tout à fait inhabituel. Depuis 24 heures, il est impossible d'obtenir une réaction officielle du département d'État sur cette affaire de la vente d'armes françaises au Nicaragua. J'ai simplement entendu ce matin sur une chaîne de télévision le ministre américain de la Défense, Weinberger, répondre très brièvement « We are disappointed », nous sommes déçus, sans aucun autre commentaire. Et effectivement, dans le communiqué qui a été publié après les entretiens du ministre Charles Hernu avec les responsables américains, aucune allusion à cette affaire. On n'y parle que de la Pologne, avec une impression d'accord total entre Paris et Washington. Y compris donc ce matin, ici même, où le ministre français de la Défense a passé plus d'1 heure avec Alexander Haig, en évoquant que très brièvement cette affaire du Nicaragua. De là à imaginer que l'on soit arrivé à un accord tacite entre Paris et Washington, on ne se fâche pas sur le Nicaragua, mais vous nous aidez sur la Pologne. La réponse de Charles Hernu. Non, il n'y a pas de marché, parce que quand je suis arrivé ici, à Washington, la réunion des 10 à Bruxelles avait déjà eu lieu. Et la France, qui a été un des premiers pays d'Europe à tenir un langage ferme,
nos partenaires européens ont plutôt rejoint, même s'il y a des nuances, le langage de la France. Donc il n'y a pas de marchandage sur la Pologne, pas du tout. En Pologne, les communications téléphoniques dans les grandes villes seront rétablies dimanche, a annoncé Radio Varsovie, mais toute conversation nuisible à la sécurité du pays sera coupée. La répression se poursuit et pourtant l'Église polonaise, par la voix de son primat, Monseigneur Glemp, maintient son soutien à Solidarité. Il est immoral d'extorquer aux ouvriers des déclarations de loyauté au régime ou de les obliger à quitter le syndicat, a dit hier en chair Monseigneur Glemp. Selon des sources proches de l'épiscopat, l'Église polonaise approuve les sanctions économiques décidées par les États-Unis et rend l'URSS responsable de la situation en Pologne. C'est la CIA qui est à l'origine de l'enlèvement en Italie du général américain Dozier par les Brigades Rouges. Cette affirmation pour le moins surprenante est celle d'un journal soviétique. La police italienne redouble d'efforts pour retrouver la trace du général kidnappé il y a 3 semaines. Des battues sont menées dans tout le nord du pays. À Vérone, la femme du général, dont les amis ont offert de payer une énorme rançon, sa femme continue d'attendre et de prier. Le mauvais temps ne frappe pas que la France, comme nous vous le montrions en ouvrant ce journal. La Californie a été déclarée zone sinistrée. Des pluies diluviennes ont provoqué de véritables inondations de boue et des glissements de terrain qui ont fait au moins 23 morts. Daniel Lecomte. Pont emporté par la boue, en effet, viaducs endommagés, routes défoncées, arbres arrachés, maisons ensevelies, c'est ce paysage qu'offre la Californie après 3 jours de pluie diluvienne. Des glissements de terrain spectaculaires se sont produits un peu partout dans la région de San Francisco. Le plus grave a eu lieu près de Santa Cruz où un pan de montagne entier a glissé sur une zone habitée. 23 morts, 20 disparus et 200 millions de dollars de dégâts. C'est le premier bilan du mauvais temps dans cette région. Pas de pluie à Londres, mais de la neige en revanche. De la neige qui a soufflé en bourrasque toute la journée et qui a provoqué un léger dérèglement dans la capitale. À Londres, aujourd'hui, la circulation était des plus difficiles sur les rares axes routiers empruntés par les automobilistes britanniques, traditionnellement prudents. Une paralysie qui a aussi touché les trains et poussé certains banlieusards à passer la nuit dans la capitale pour être sur place demain. À Londres Heathrow, le trafic aérien était pratiquement nul aujourd'hui. Oui, le mauvais temps a aussi perturbé le trafic des aéroports à Paris. Demain, Laurent Bromède, serons-nous encore bleus de froid ? Bien, malheureusement, tout laisse à penser que pour ce week-end, les intempéries que nous avons décrites en début de journal sur la France vont continuer, en particulier dans le nord du pays. Je vais vous expliquer pourquoi la carte n'a guère changé depuis hier soir. Ici, il y a un anticyclone sur le nord de l'Europe, c'est-à-dire une zone de pression plus forte. Alors les nuages arrivent par le sud avec de l'air doux, mais ils viennent ici buter. La rencontre de l'air doux et de l'air froid, ça donne de la neige, ça on s'en est rendu compte. Mais ce qui est plus grave, c'est que tous ces paquets de nuages se bloquent et donc ne bougent pas. Ils vont stagner dans le nord-est du pays, tandis que les éclaircies reviendront et le beau temps sur le sud. Et après, eh bien, ma foi, ce qui va se passer samedi soir, c'est que les nuages vont se dégager et que progressivement des éclaircies reviendront par le nord. Ces éclaircies feront chuter les températures qui pourront atteindre sans doute -5 à -10 degrés dans le nord-est et dans le nord du pays, faisant geler sur place la neige. Bref, si vous m'avez bien compris, les prévisions ne sont pas très agréables. Regardons la carte pour demain. Vous voyez une France coupée en deux. Au nord d'une ligne, disons Brest-Embrun, jusqu'au nord des Alpes, un temps en général très nuageux et couvert, avec des chutes de neige plus importantes d'une part sur les côtes, d'autre part sur les massifs montagneux, mais possible à peu près partout, avec des routes verglacées, pratiquement sans aucun doute demain matin et des gelées générales. Regardez là-haut, tout de même quelques petits rayons de soleil. Il se peut que ces éclaircies progressent vers le sud dans la journée. Moitié sud du pays, un temps tout de même plus ensoleillé, mais toujours humide et doux, avec encore des averses, des éclaircies plus belles sur l'extrême sud. On va jeter un coup d'œil maintenant sur les températures prévues pour demain. Elles sont en légère baisse, donc dans la plupart des régions, avec -5 à -3 degrés, même l'après-midi dans le nord, et températures extrêmement douces en revanche dans le sud, avec 10 degrés par exemple prévus dans l'après-midi à Marseille. Enfin, pour terminer, eh bien, petite photo d'une éclipse de lune, demain soir, un grand spectacle gratuit pour tout le monde, si le ciel le permet, et ça sera le cas peut-être dans certaines régions avec des éclaircies, de 18h à 22h à peu près, une éclipse totale de lune pendant toute la durée du journal télévisé d'Antenne 2. Voilà, Christine.
Rapidement encore les pronostics de Pierrette Bresse pour le tiercé de demain à Vincennes, le 17, le 10, le 7, le 15, le 14, le 11, le 16 et le 13, tous des chevaux en L. Dernier journal avec Jacques Merlino à 22h55. Demain midi, Philippe Labro recevra Yves Montand. Je vous rappelle les titres de cette édition. Sommet PSPC, accord sur la politique de changement, désaccord sur la Pologne. Attention, Laurent Baumette vient de vous le dire, demain encore, froid, neige, verglas, inondations dans plusieurs régions. Merci d'avoir suivi ce journal. Bonne soirée sur Antenne 2, à demain 20h.